Madame, ici le Sénat. Nous sommes réunis avec la délégation aux droits des femmes. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que on va pouvoir démarrer cette audition dans les meilleures conditions? Est-ce que vous pouvez brancher votre caméra également, s'il vous plaît? Bon. Est-ce que vous avez votre micro de branché? Est-ce que vous nous entendez déjà avant d'avoir l'image? Ah, alors, on vous voit. Est-ce que vous pouvez nous dire si le micro fonctionne pour vous et pour nous? On ne vous entend pas pour le moment. On vous écoute? Est-ce que vous pouvez me répondre juste pour vous? Oui, je vous entends. Ah, parfait, c'est parfait, ça fonctionne. Du coup, on va pouvoir démarrer cette audition puisque la technique, et je remercie la technique parce que c'est toujours un petit peu compliqué d'organiser une audition depuis l'Iran avec vous. Donc, on va démarrer, tout le monde est présent, c'est parfait. Alors, Madame la Présidente, chère Véronique Rioton, Monsieur le Président Cédric Perrin, chers collègues députés et en qualité de vice-présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat, je représente ce matin à sa demande Madame la Présidente Dominique Vérien, malheureusement indisponible. C'est un immense honneur pour moi de présider cette réunion exceptionnelle à plus d'un titre. Exceptionnelle, elle l'est d'abord car nous auditionnons en direct depuis l'Iran Narges Mohammadi, la paix et militante, infatigable et extrêmement courageuse pour les droits des femmes, les droits humains et la démocratie en Iran. Exceptionnelle, elle l'est aussi car nous avons décidé d'unir les forces des deux délégations aux droits des femmes du Sénat et de l'Assemblée nationale, ainsi que la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, pour témoigner de notre plein soutien à Narges Mohammadi dans son combat incessant pour la liberté, malgré la fatigue, malgré la maladie, malgré la détention. Nous suivons toutes et tous avec beaucoup d'inquiétude la situation des femmes en Iran ainsi qu'en Afghanistan, deux pays où les femmes sont aujourd'hui persécutées et leurs droits inexistants. En novembre 2022, j'étais alors présidente, avait organisé une conférence marquante sur le mouvement Femmes, Vie, Liberté et les actions militantes des femmes iraniennes. Nous ne devons pas les oublier et notre audition de ce matin est aussi une opportunité pour nous de leur exprimer tout notre soutien. Je précise que cette audition est retransmise sur le site du Sénat. Il nous faudra toutefois accepter les aléas du direct et le risque d'une ou plusieurs coupures de transmission. Je vous prie de m'en excuser par avance si cela devait arriver. Afin de laisser le plus de temps possible à la prise de parole de Madame Mohammadi, je cède immédiatement la parole à la présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et ensuite, bien entendu, le président de la commission Perrin prendra la parole. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente Billon, Monsieur le Président Perrin, chers collègues députés et sénateurs. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie. Je me joins à vos propos. Oui, cette réunion est effectivement exceptionnelle. Je vous remercie pour votre accueil. Comme vous, je suis persuadée qu'unis, nous sommes plus forts. En étant aujourd'hui réunis pour entendre Madame Narges Mohammadi, nos délégations et la Commission des affaires étrangères du Sénat agissent en solidarité pour la défense des droits des femmes, qui ne sont rien d'autre que les droits humains les plus importants, les plus fondamentaux. Alors que dans le monde, les discours anti-droits des femmes semblent malheureusement en plein essor, nous le observons dès que nous sommes à l'étranger particulièrement, nos délégations ont un rôle de vigie. Tout recul des droits des femmes, tout recours à la répression doit nous alerter
et renforcer notre vigilance. À ce titre, nous suivons avec attention l'évolution inquiétante de la situation en Iran, où 31 femmes ont été exécutées l'année dernière, selon l'association Iran Human Rights. Madame Narges Mohammadi, je tiens à rendre hommage à votre détermination, à votre dignité face à l'adversité. Nous mesurons l'honneur que vous nous faites ce matin de vous entendre aujourd'hui, de nous tenir à vos côtés, malgré la distance, pour faire entendre la voix des femmes iraniennes que vous portez avec tant de courage. Vous avez tout notre soutien. Je vais passer la parole au président Cédric Perrin, Commission des Affaires étrangères. Très rapidement, parce que c'est vous que nous sommes venus écouter, juste vous témoigner évidemment de... Je l'ai mis. Ah, voilà. Oui, puisque nous sommes venus vous écouter, je vais faire court. Bonjour madame. C'est parce que... Pourquoi celui-ci reste... Non. Oui, si on peut. Non. Il faut couper. Oui, mais je sais. Je pense que la technique peut nous couper directement ou pas? Cette fois, attendez, ça a l'air de partir. C'est bon. Je vais faire rapidement. Madame, d'abord, je voudrais remercier les deux présidents de deux assemblées qui nous ont permis aujourd'hui de nous réunir ici pour vous écouter, pour vous entendre et pour entendre votre témoignage. Je voudrais juste, en tout cas, de ma modeste position, vous témoigner de toute notre reconnaissance et de toute notre admiration pour le combat que vous menez. C'est un combat difficile dont on sait quelles sont aussi les conséquences pour vous lorsque vous vous exprimez publiquement. Vous aurez l'occasion évidemment de nous dire un petit peu, de nous raconter un petit peu la manière dont vous vivez en Iran évidemment. Mais ce combat, il est important pour nous parce que nous voyons avec nos yeux occidentaux la manière dont les femmes sont traitées dans votre pays et dans d'autres pays malheureusement à l'heure actuelle. Et la France est évidemment... a toujours été un pays de droit et de liberté. Et aujourd'hui, malheureusement, la force l'emporte sur le droit dans bien des pays. Et je crois que l'Iran est un bon exemple. Et je recevais hier la famille de Cécile Collère, qui est venue me rendre visite à moi et à un certain nombre de mes collègues pour que nous discutions de la manière dont nous pourrions les soutenir. En tout cas, votre combat est également le nôtre. Nous sommes à vos côtés. Nous essayons, dans la mesure de nos possibilités, de faire pression également sur le gouvernement iranien, sur l'ambassadeur d'Iran à Paris, pour leur faire comprendre que notre combat n'est pas un combat politique, c'est un combat pour les libertés et pour la possibilité pour les femmes de vivre en tout cas comme elles le souhaitent. Et en tout cas, moi je voudrais vous témoigner à nouveau en tout cas de mon admiration pour votre combat, et je vous laisse la parole parce que je pense que c'est surtout vous que nous sommes venus écouter aujourd'hui, et puis nous aurons l'occasion, je pense en tout cas, de vous interroger, de poser un certain nombre de questions quand vous vous serez exprimé. Merci beaucoup en tout cas pour ce que vous faites. Merci beaucoup au président Perrin, à la présidente de la délégation. Nous allons désormais vous écouter, Madame Narges Mohammadi. Vous avez un casque de traduction, chers collègues, le canal 1, qui vous permettra, puisque vous êtes en direct depuis l'Iran, de suivre dans le meilleur confort et avec plus de facilité, forcément, cette audition. Je vous cède la parole, Madame. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais essayer d'être le plus clair possible et de lire d'abord une déclaration que j'ai préparée, et je reste à votre disposition pour toute question que vous aurez par la suite. Madame la vice-présidente, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les sénateurs, les membres de la délégation, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie pour votre présence à cette séance. Votre participation témoigne de votre engagement en faveur des droits humains et des droits des femmes. Je saisis cette occasion pour vous adresser un message fort et un message clair, ainsi qu'à tous ceux qui croient en la démocratie, la liberté et l'égalité à travers le monde.
D'abord, j'aimerais préciser que je suis une militante de la société civile qui lutte pour la construction d'une société civile forte en Iran. Je suis une défenseure des droits humains et des droits des femmes, engagée contre la violation de ces droits et pour leur réalisation. Je suis convaincue que la démocratie n'a pas de sens sans la garantie des droits des femmes. Dans une société où les citoyens n'ont pas d'institutions civiles fortes, où la liberté d'expression n'existe pas, la liberté de penser n'existe pas, où les femmes sont privées de leurs droits fondamentaux et où les droits humains ne sont pas garantis, alors même les élections deviennent une illusion et ne peuvent en aucun cas être considérées comme une démocratie. La République islamique réprime nos institutions civiles, prive les femmes de leurs droits fondamentaux, utilise la peine de mort comme un instrument de terreur et viole les droits humains. Un autre point très important, la République islamique étant un régime autoritaire religieux qui n'a par essence pas la capacité d'instaurer une démocratie, de respecter les droits humains et les droits des femmes, a montré au cours des dernières années qu'elle était absolument irréformable. C'est pourquoi je crois en la nécessité de mettre fin à cette tyrannie religieuse et de mettre fin à la République islamique, et je consacre mes efforts à ces objectifs. Depuis 46 ans, les femmes iraniennes mènent une lutte incessante contre la discrimination, l'oppression, la domination. Depuis le 8 mars 1979, lorsqu'elles ont défilé dans les rues pour protester contre le voile obligatoire jusqu'au mouvement Mahsa Jina Amini, ce magnifique mouvement Femmes, Vie, Liberté, les femmes n'ont jamais cessé leur combat. Nous n'avons pas gardé le silence. Nous avons résisté. Nous avons été arrêtés, jetés dans les cellules d'isolement, des cellules des prisons sécuritaires. Nous avons été jugés, condamnés à de lourdes peines de prison, incarcérés. Nous avons perdu nos emplois, nos enfants, nos vies. De nombreuses femmes, anonymes, oubliées, sous l'oppression et la discrimination systémique d'un régime religieux, ont péri. Depuis les recoins cachés de leur foyer jusqu'aux rues, jusqu'aux potences des prisons. Je déclare que ce régime impose aux femmes, sous prétexte de la loi, de la religion, de la culture, de la propagande, des médias d'État et d'éducation, ce qu'elle impose aux femmes est un apartheid de genre flagrant. Chers représentants, en tant que défenseur des droits des femmes, je vous exhorte à vous lever pour criminaliser l'apartheid de genre. C'est une mission historique, féministe et mondiale. Lutter contre l'apartheid de genre n'a pas pour objectif unique de libérer les femmes de l'asservissement et de la soumission, mais c'est aussi ouvrir la voie à la démocratie, à la paix et à la liberté. On ne peut pas réduire à l'asservissement la moitié de la société et l'invisibiliser et prétendre défendre la démocratie, la liberté et l'égalité. Chers représentants, alors que je suis en train de vous parler, les potences se dressent dans les prisons de mon pays aux mains des bourreaux du régime. Chaque jour, dans ce pays, de jeunes vies sont suspendues aux cordes des potences et la société est de plus en plus en colère. La République islamique, après 15 ans, a repris les exécutions des femmes.
Ils sont en train d'essayer de se venger du mouvement Femmes, Vie, Liberté en exécutant les femmes. La corde de la potence est au-dessus de la tête de Parchan Azizi et Valiché Moradi, qui sont incarcérés dans la section des femmes de la prison des Vignes, afin de terroriser les femmes courageuses d'Iran et les obliger à battre en retraite. Je vous demande de briser cette corde, de leur sauver la vie et de nous tendre la main à cet effet. Je vous exhorte à être la voix du peuple iranien et à soutenir leurs revendications. Nous avons pris la décision de tourner la page de ce régime tyrannique et autoritaire et vous demandons d'être à nos côtés. Pour stopper l'escalade des exécutions, pour garantir les droits humains, pour garantir les droits des femmes, faites pression sur le régime de la République islamique. Au lieu de normaliser un régime coupable de crimes contre l'humanité, mettez en place les mécanismes judiciaires internationaux tels que la compétence universelle pour les tenir responsables. Et faites de cela une priorité. Aujourd'hui, j'appelle le gouvernement français, à travers le Sénat et son Assemblée nationale, j'appelle à faire des droits humains une condition préalable à toute négociation avec la République islamique d'Iran. Je souligne que toute négociation avec la République islamique qui ne prend pas en compte les droits fondamentaux du peuple iranien, les droits humains, les droits des femmes et la société civile ne fera que renforcer la tyrannie religieuse et nier la lutte du peuple iranien pour la démocratie, la liberté et l'égalité. J'ai l'espoir, j'ai la certitude que la lutte du peuple iranien pour se libérer de cette tyrannie et de parvenir à une transition pacifique vers la démocratie aboutira et que vous serez témoins de notre victoire. Et jusqu'à ce jour, femmes, vie, liberté. Merci beaucoup, Madame, pour votre témoignage à la fois poignant, inquiétant et tellement vrai par rapport à ce que vivent les femmes en Iran. Je ne vais pas être tellement plus longue dans un premier temps et je vais passer la parole à mes collègues, à la fois sénateurs, sénatrices et députés qui sont avec moi ici dans la salle Clémenceau au Sénat. Peut-être avant, si juste les présidents... Non. Donc, si... il y a des questions d'ores et déjà, peut-être, de la part de mes collègues? Bon, alors écoutez, moi, je vais peut-être, en attendant qu'il y en ait une qui arrive, en poser une. Vous vous battez pour le voile, contre le voile essentiellement, et pour les droits humains. Comment voyez-vous, depuis l'Iran, les débats sur le voile que nous avons, nous, ici, en France? Voyez-vous, j'aimerais expliquer le sujet du voile obligatoire. Le voile obligatoire est un outil de domination et d'oppression du système de la République islamique en Iran. Le voile obligatoire, depuis les premiers jours de la République islamique, a été utilisé comme au cœur de la stratégie du système de la République islamique. Pourquoi? Selon moi, on ne peut pas caractériser le voile obligatoire seulement à travers sa perspective religieuse. Nous ne pouvons pas croire au slogan de la République islamique qui disait que nous allons
proposer le voile aux femmes iraniennes pour qu'elles puissent être en sécurité, car nous voulons les défendre au sein de la société. Nous ne pouvons pas croire ces mots-là. Selon moi, pour le régime de la République islamique, un régime autoritaire, tyrannique et religieux, le voile obligatoire est un outil de domination, d'oppression et de marginalisation des femmes au sein de la société. Les femmes font partie intégrante de la société, du foyer, aux rues, aux emplois, au travail. Et si ces femmes sont soumises à un voile obligatoire, à une domination, à un asservissement, à une invisibilisation, alors la domination sera entière au sein de la société. Ainsi, pour arriver à la démocratie et pour briser la domination et l'oppression de ce régime tyrannique et religieux, nous luttions contre le voile obligatoire. La lutte contre le voile obligatoire est une manière de réaliser pleinement les droits des femmes, de libérer les femmes de l'asservissement et une voie pour arriver à la démocratie. Par conséquent, je suis contre le voile obligatoire, je lutte contre l'obligation du voile et jusqu'à la mise à terme du voile obligatoire en Iran, je continuerai la lutte. Par conséquent, je demande aux femmes françaises de soutenir les femmes iraniennes dans ce combat et de lutter contre le voile obligatoire, qui sera une manière de couper une des voies d'action de ce régime tyrannique et religieux. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au président Perrin. Merci Madame. Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle manière aujourd'hui et de quels moyens, même s'ils sont évidemment, on le sait, très limités, les femmes en Iran peuvent se battre contre cet état de fait qui vous met dans une situation extrêmement compliquée. Aujourd'hui, on est admiratif de votre courage. On vous auditionne, on vous voit, on vous entend. Quelles sont les conséquences pour vous d'une telle audition? C'est-à-dire quel risque vous prenez aujourd'hui en nous parlant? Et par ailleurs, est-ce que vous avez des nouvelles de cette jeune étudiante qui, le 4 novembre dernier, a été arrêtée après s'être dévêtue à l'université Azad? On a très peu de nouvelles d'elle. Est-ce que vous savez aujourd'hui ce qu'elle est devenue? Il semble qu'elle soit internée dans une unité psychiatrique. Est-ce que vous en savez plus? Merci beaucoup. Concernant la lutte des femmes, je dois d'abord souligner que cette lutte a commencé dès l'instauration de la République islamique en Iran. Les manifestations du 8 mars 1979 ont été l'une des plus puissantes manifestations des femmes contre le voile obligatoire dans les rues de Téhéran. Vous avez été témoin que dans cette manifestation, les femmes de différentes couches de la société, de différents groupes d'opposition, de différents groupes d'opinion ont participé à cette manifestation et ont montré leur lutte. À cette époque, le soutien que l'on a vécu en 2022 suite au mouvement Femmes, Vie, Liberté n'existait pas. Nous avons dû attendre 4 décennies, nous avons dû vivre 4 décennies de cette oppression pour atteindre le reste du monde. Au cours de ces années, je me souviens très bien, lorsque j'ai commencé mes études universitaires, de nombreuses pressions existaient déjà sur les femmes et de nombreuses lois discriminatoires. J'ai étudié dans une université publique. Nous devions porter un tchador dans l'université. Au-dessus de notre pantalon, de notre manteau, de notre voile, nous devions encore porter un tchador. Même dans les laboratoires, ce tchador était obligatoire pour les étudiantes iraniennes, alors même que j'étais étudiante en physique et que je n'étais pas
et que j'étais obligée de porter ce tchador. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que la République islamique use de tous ses pouvoirs, de tous ses outils, de tous ses instruments pour imposer le voile obligatoire et réprimer les femmes. Et ces femmes ont payé le lourd prix. Un prix sécuritaire, car elles ont été arrêtées à de nombreuses fois, incarcérées dans des cellules d'isolement, elles ont été soumises à la torture. Même dans leur foyer, les femmes ne sont plus en sécurité. Les femmes ont payé un lourd prix, un lourd tribut. De nombreuses institutions culturelles et de médias ont été utilisées pour imposer cette pression sur les femmes et imposer le voile obligatoire. Contre ce type, contre ce système, contre ce régime, la lutte des femmes iraniennes, les femmes iraniennes tiennent debout et continuent la lutte. Vous avez vu cette lutte dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Mais cette lutte est une des formes de la réalisation de cette lutte dans ces 46 dernières années. Je me souviens très bien, lorsque nous avons lancé la campagne des 1 million de signatures pour mettre un terme aux lois discriminatoires en Iran et que nous avons mené cette lutte, de femmes extrêmement nombreuses ont été arrêtées, ont subi des pressions. Cette voie n'a jamais été facile pour nous, pour les femmes iraniennes. Ça a été une voie pleine de sacrifices. Mais malgré tout, les femmes iraniennes se tiennent encore debout. Si vous avez observé des évolutions dans la situation des femmes en Iran, elles ne sont pas dues aux réformes du régime, elles ne sont pas dues à l'évolution du régime. Elles sont toutes dues au courage et à la force des femmes iraniennes. Ce sont les femmes qui sont responsables de toutes les évolutions qu'elles arrachent à la République islamique et à tous les reculs de la République islamique. Vous pouvez actuellement voir dans toutes les rues des villes en Iran des femmes qui ne portent plus ce voile obligatoire. Il existe encore de nombreuses punitions pour ces femmes-là. La loi du voile obligatoire est encore en cours, mais les femmes continuent à lutter. Ces femmes sont punies, elles subissent des amendes, elles sont menacées. La République islamique crée des situations qui ne sont pas sécuritaires pour elles, dans les rues, dans leur foyer. Concernant votre question sur Ahou Daryai, cette étudiante, lorsque j'étais en prison, j'ai entendu les informations concernant Ahou Daryai et j'ai publié une tribune, une déclaration. Lorsque Ahou Daryai est entrée dans l'université, elle s'est retrouvée dans une situation de mise sous pression par les autorités de l'universitaire. En réponse à cette situation, elle se dénude et se balade devant et à l'intérieur de son université nue. J'ai vu ces images puissantes. Face à cette puissance, face à cette force, alors la République islamique, dans son objectif de réprimer tout type de contestation et dans son objectif de briser les femmes, a essayé de se venger de cette femme, l'a fait interner en psychiatrie et malheureusement elle sera internée pendant un très long moment et depuis nous n'avons aucune information concernant sa situation. J'ai beaucoup demandé mais je n'ai eu aucune information. Mais chers représentants, j'aimerais beaucoup mettre un sujet sur la table entre défenseurs des droits humains et des droits des femmes. J'espère que vous serez en mesure de faire de la France un pays à l'avant-garde de la criminalisation de l'apartheid de genre. J'ai été incarcérée dans la prison d'Evin, la prison de Zanjan. J'ai été retenue dans les cellules d'isolement du quartier 209 de la prison d'Evin. J'y ai été témoin d'agressions sexuelles
du harcèlement sexuel des autorités. J'ai été témoin de l'enfermement des femmes contestataires dans des établissements et des hôpitaux psychiatriques. J'ai été témoin de leur internement. Je me souviens, il y a environ un an et demi, j'ai rencontré une jeune femme dans la prison d'Evin qui était sous pression des autorités pour donner un certain nombre d'informations qu'elle n'était pas prête à leur donner, a été envoyée du jour au lendemain dans un établissement psychiatrique. Cette jeune fille, après son retour à la prison, a essayé 2 fois de se suicider. Chacune de ces 2 fois, en criant, je l'ai emmenée à l'infirmerie de la prison. Sur toute cette route, cette jeune fille me disait « Je suis inquiète, je ne veux pas qu'il m'envoie dans cet établissement à nouveau. Il m'électrocutait là-bas, il me donnait des médicaments qui me faisaient oublier les derniers jours. Je ne veux pas aller à cette prison, la prison d'Aminabad. Je suis prête à mourir, mais à ne pas y retourner. » Il existe des dizaines de témoignages similaires de femmes des prisons politiques aux prisons de Douakumar à travers le pays. J'aimerais vous rappeler une femme du nom de Roya dans la ville de Tabriz qui criait des slogans contre la République islamique et qui a été incarcérée, qui a été transférée dans un établissement psychiatrique. Et son avocat a déclaré que cela était illégal. Et même cet avocat a été transféré en établissement psychiatrique. Les outils de la République islamique pour stopper les femmes contestataires sont des traitements inhumains qui ont pour objectif de nous maintenir dans des cellules d'isolement sous la torture blanche. Mais ce ne sont pas leurs seuls outils. Ils utilisent également des méthodes de torture psychologique et mentale contre les femmes contestataires. Concernant la situation de Ahouda Alioui, concernant cette femme qui a été arrêtée dans la ville de Tabriz et concernant des dizaines d'autres femmes anonymes, oubliées, qui ont peur et qui subissent des pressions, qui ne peuvent pas partager leurs témoignages, leurs expériences. Et même si elles m'ont partagé un certain nombre de leurs témoignages, m'ont demandé de rester anonymes car elles avaient peur des risques, j'aimerais tout de même que le monde sache que la République islamique utilise des traitements dégradants et inhumains pour silencier les femmes et les citoyens contestataires en Iran. Concernant votre troisième question, concernant les risques que j'étais en train de prendre avec cette entrevue, j'aimerais vous répondre très simplement. Je suis une femme de 52 ans. J'ai 2 enfants. Et ça fait 10 ans que je ne les ai pas vus. C'est la 10e année que je vis sous l'emprisonnement. Et j'ai vécu de nombreuses années, même avant cela, d'emprisonnement. J'ai été condamnée 9 fois jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai encore de nombreux procès en cours pour lesquels je serai très probablement condamnée. Je pense que nous sommes sur une route, nous sommes arrivés à un point de non-retour pour arriver à la démocratie, à la liberté, à l'égalité. Notre situation est une situation où on ira toujours en avant, où on ne peut plus retourner en arrière, où on se devra de défendre les revendications du peuple iranien. Pour moi, il n'y a aucune différence de ce côté ou de ce côté-là du mur de la prison. De chacun des côtés, je continuerai la lutte et je suis prête à en payer tous les risques. Je les paye déjà. Je continuerai la lutte de manière consciente de ces risques. Je vous remercie. Merci. Je vais passer la parole à notre collègue
Olivia Richard, sénatrice des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame, je suis Olivia Richard, je représente les Français établis partout dans le monde et notamment en Iran. Et j'aimerais vous dire à quel point vos déclarations sont bouleversantes, à quel point vous avez, et je pense ne pas être la seule, tout mon soutien. En écho à la question du président Perrin, on mesure, d'après ce que vous nous dites, la torture, le viol comme arme de terreur pour faire taire les femmes. On mesure tout le courage qui est le vôtre de nous parler aujourd'hui et j'aimerais sincèrement vous en remercier. J'ai plusieurs questions, mais je ne vais pas trop m'attarder pour laisser aux autres l'occasion de vous parler. Nous avons eu l'occasion d'entendre une Afghane à cette délégation au Sénat qui nous a décrit l'apartheid de genre qui est mis en place et notamment l'interdiction pour les femmes, les jeunes filles, d'accéder à l'instruction et à l'école, ce qui, malgré toutes les autres mesures effrayantes qui sont prises contre les femmes en Afghanistan, reste la pire parce qu'elle obère tout espoir de futur pour la moitié de la population de ce pays. Pouvez-vous nous décrire le quotidien des femmes iraniennes ? Pouvez-vous nous parler plus du rapport à l'école, de l'accès à l'instruction dans votre pays ? J'ai une deuxième question. Vous avez reçu le prix Nobel de la paix. Quel impact cela a-t-il eu pour vous ? Sentez-vous une différence dans la portée de votre message ? Et enfin, dans votre pays, madame, rencontrez-vous le soutien des hommes ou les femmes sont-elles seules à se battre ? Merci beaucoup. Selon moi, la situation des femmes afghanes est une situation plus qu'inquiétante pour les femmes du monde entier. Voyez-vous, dans un monde où tout est devenu universel, où tout est mondialisé et où au quotidien vous êtes témoins de ces événements, nous, les femmes, devons lutter pour la mondialisation et l'universalité de l'égalité des femmes et des hommes. Il n'est pas possible qu'une partie des femmes dans certains pays se voient nier tous leurs droits humains et dans d'autres parties du monde, les femmes, d'autres femmes les invisibilisent et les oublient. C'est pourquoi, à chaque fois que je parle des femmes afghanes, étant donné que je suis moi-même une femme du Moyen-Orient, une femme en Iran, une femme qui vit sous un système de tyrannie religieuse, je ne peux maintenir cette inquiétude au peuple iranien. Non. Nous toutes sommes inquiètes concernant les femmes afghanes. Elles font partie de nous, elles font partie de notre lutte. Dès que j'entends que les femmes afghanes ne sont pas en mesure d'aller à l'école, je repense à ma propre fille qui va à l'école. C'est elle que je vois. J'aurais espéré que toutes les femmes dans tous les pays, dans tous les coins du monde, puissent de manière tranquille aller à l'école et construire leur vie et leur éducation. C'est pourquoi nous nous tenons aux côtés des femmes afghanes et nous avons une responsabilité à leur côté. Nous devons mener le travail pour reconnaître et criminaliser l'apartheid de genre, pour les soutenir dans leur lutte contre la domination et l'oppression et l'accès à leurs droits les plus fondamentaux et les droits des femmes. Concernant l'apartheid de genre en Iran, je devrais d'abord parler des lois. Les législations ont un pouvoir extrêmement important dans la mise en place de la discrimination systématique contre les femmes en Iran. Si on jette un œil aux lois de la République islamique, il s'avère que ces lois sont de manière fondamentale à l'encontre des femmes. Ces lois ont fondamentalement pour objectif d'invisibiliser les femmes dans la société,
au foyer, à leur lieu de travail, dans les universités et encore plus dans les écoles. Ajoutez à ces lois une religion obligatoire et voyez quel pouvoir elles peuvent avoir sur les femmes. La République islamique utilise ces deux sources pour asseoir un apartheid de genre et une discrimination systématique et puissante contre les femmes en Iran. À chaque fois que ces lois prétendument basées sur des lois religieuses, eh bien, il s'avère que ce sont les droits des femmes qui sont niés. Et alors, la contestation contre ces lois discriminatoires devient alors une contestation contre Dieu. Voyez les expériences des femmes, vous les avez probablement déjà vues. Vous avez probablement déjà entendu parler des exécutions des femmes dans les prisons de droit commun. Lorsque j'ai été incarcérée dans la prison de Zanjan, j'ai été emprisonnée pendant plusieurs années avec une femme qui, en raison d'une relation qui était considérée comme illicite, a été pendue. Imaginez l'enfer qu'elle a dû vivre pendant les 9 années qui ont précédé sa pendaison, son exécution. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la République islamique. Ce régime est en mesure d'utiliser tous les outils à sa disposition, la culture, les médias, la propagande, pour asservir les femmes et imposer des lois discriminatoires et patriarcales. Et ils ont même utilisé le prétexte religieux pour rajouter un niveau d'oppression sur les femmes. Les jeunes filles de 6-7 ans qui vont à l'école. Par exemple, Kiana, ma propre fille, quand elle avait 6 ans, je voulais l'envoyer à l'école. L'école a dit que le voile était obligatoire pour ma fille, il y a 6 ans. J'ai vécu exactement la même chose. On avait dit à ma mère de mettre un voile sur ma tête avant de m'envoyer à l'école. Ma mère, il y a de ça plusieurs décennies, et mes interrogations, il y a quelques années, par rapport à la République islamique, étaient la même. Est-ce que vous ne dites pas que les femmes sont pubères dès 9 ans et doivent suivre les lois de la République islamique dès 9 ans? Nous avons 6 ans. Nous n'avons même pas encore 9 ans. Pourquoi est-ce que nous sommes soumis à ces lois-là? Pourquoi est-ce que vous pensez que cet événement a lieu? Est-ce que vous pensez qu'ils sont inquiets du fait que l'on voit les cheveux sur la tête d'une jeune fille de 6 ans? Non, pas du tout. Ils sont en train de mettre en place un mécanisme systémique dans lequel la femme, dès son plus jeune âge, dès sa naissance presque, et jusqu'à sa mort, doit vivre sous la domination patriarcale et un système de discrimination systémique. La domination de ce système patriarcal doit être maintenue sur la tête des femmes de leur naissance à la mort. Et il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer ces petits éléments. Toutes les lois, tous les décrets, tous les amendements de la République islamique actifs actuellement, tous les organes, toutes les institutions, toutes les universités sont des outils à cet effet. Encore aujourd'hui, le fait de chanter pour une femme est un crime. Il ne faut pas sous-estimer ce genre d'événement. C'est une manière d'invisibiliser les femmes, de séparer les femmes des hommes
et pas de séparer, même d'inférioriser les femmes. Je n'ai pas pour objectif de prendre l'apartheid racial qui a déjà été reconnu et de l'appliquer aux femmes iraniennes. Moi, j'ai pour objectif de définir l'apartheid de genre. La vie quotidienne des femmes iraniennes, des femmes afghanes est une définition de l'apartheid de genre. Cette oppression quotidienne en Afghanistan où ils ont confisqué même le droit de vivre des femmes iraniennes et des femmes afghanes, je veux le montrer au reste du monde. Nous avons lutté. Nous avons lutté pour définir l'apartheid de genre. Le montrer, en témoigner et l'expliquer au reste du monde. Ça n'a pas été exempt de sacrifice pour nous. Il faut que vous l'entendiez. Si vous portez un intérêt aux prisons, même de droit commun en Iran, même celles desquelles on a le moins d'informations, même si certaines d'entre nous y ont été incarcérées, nous avons un certain nombre de leurs témoignages, il s'avère que ces femmes sont en énorme souffrance. Le temps est venu que le monde entier le voit et en témoigne. Concernant la dernière question, concernant le prix Nobel, la récompense du prix Nobel de la paix, j'ai entendu cette nouvelle, j'étais en prison quand j'ai entendu cette nouvelle. Et je ne peux pas dire que j'ai pu le célébrer avec les femmes prisonnières politiques de la section féminine de la prison d'Evin. Les slogans « Femmes, vie, liberté » ont été entendus si fort dans le quartier général de la prison des femmes d'Evin. Le bonheur a été entendu et une des voix était la mienne. Je suis extrêmement honorée d'avoir été récompensée du prix Nobel de la paix et ce particulièrement après l'initiation du mouvement Femmes, Vie, Liberté, un mouvement incroyable qui est toujours en vie et qui et dans ce contexte, obtenir ce prix Nobel a été pour moi une manière d'honorer les femmes de mon pays, les femmes iraniennes qui ont lutté en Iran depuis les premiers jours de l'instauration de la République islamique et qui ont sacrifié leur vie. Je les remercie et je leur suis reconnaissante. Et je continuerai cette lutte jusqu'à ce que l'oppression des femmes iraniennes disparaisse à tout jamais. Cela fait maintenant 1 an depuis la récompense du prix Nobel que j'ai été interdite de contact téléphonique de manière complète. Je n'ai même pas eu l'occasion de parler à mon père et 3 mois après avoir perdu mes droits téléphoniques, mon père a perdu la vie et je n'ai même pas été autorisée à me rendre à son enterrement, malgré mes demandes répétées. Je n'ai pas non plus accepté de porter le voile. J'ai continué à publier des tribunes et des déclarations. Et petit à petit, j'ai perdu de nombreux autres droits, notamment l'accès aux services de santé. J'avais besoin de faire une angiographie, je n'ai pas été autorisée. Mais ces sacrifices, en comparaison avec les sacrifices que les femmes et les hommes d'Iran payent dans les rues du pays, au cours des mouvements contestatoires des 46 dernières années, notamment Femmes, Vie, Liberté, est insignifiant. Je suis entièrement reconnaissante de leur sacrifice. La dernière question, le soutien des femmes aux hommes en Iran. La société iranienne est très diverse. Mais unis. Les hommes sont présents dans les manifestations, dans les rues, soutiennent les femmes. Mais
Ne serait-ce que dans les 45 dernières années où je suis en permission et à travers les discussions que j'ai eues avec les différentes couches de la société, je suis témoin du soutien des hommes envers les femmes iraniennes. Et c'est extrêmement... Et j'en suis extrêmement fière. Un témoin d'un soutien considérable. Et je leur rends honneur pour ce soutien inébranlable. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à la présidente Véronique Rioton et ensuite ce sera Laurence Rossignol et Marie Mercier et d'autres, bien entendu. Merci Madame la Présidente. Pardonnez-moi parce que je devrais vous quitter aux alentours de 10 heures. C'est la raison pour laquelle je vous pose une question maintenant, chère Madame. Vous voulez définir l'apartheid de genre. Nous avons évidemment tout à fait entendu. Dans vos propos liminaires, vous avez questionné finalement à travers la voix du Sénat et de l'Assemblée nationale le gouvernement à mettre la pression contre le régime. Or, quelques initiatives ont déjà été faites au niveau international. Le président de la République a dénoncé le mois dernier dans la conférence des ambassadeurs l'Iran comme une des principales menaces de la région pour l'Occident. L'Iran est également sanctionné par l'Union européenne, ses États membres. Et finalement, elle n'est plus en ligne. Voilà. Je me tourne vers vous. Madame Ardakani, ma question ce serait de dire finalement dans l'histoire la pression économique sur l'Iran puis la crise nucléaire a permis de sortir de cette situation-là. Que pensez-vous des conditions actuelles pour que l'histoire se répète face à cette libération? C'est-à-dire que vous avez ici des parlementaires engagés, vous avez des gouvernements occidentaux qui mettent la pression. De votre point de vue, quelles seront les actions efficaces pour faire le changement en fait, de la situation en Iran? Je ne sais pas si on m'entend. Je vous remercie. Alors, peut-être un propos liminaire pour expliquer ce qui vient de se passer. On n'est évidemment pas dupe de ce qui se passe en Iran. La connexion coupe précisément à un point qui est particulièrement délicat pour les autorités iraniennes. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel intervient cette audition. C'est-à-dire qu'on a une femme qui est prix Nobel de la paix, que j'ai le plaisir de représenter pour être son avocate. Évidemment, elle a une permission de sortir de quelques jours. Elle est sortie le 4 décembre dernier pour raisons médicales graves, puisque en réalité, il y a aussi un refus systématique de prodiguer des soins aux femmes prisonnières politiques qui a fait que Narges Mohammadi a pu sortir quelques semaines pour avoir à se trouver aujourd'hui parmi nous. Évidemment que ces connexions-là, elles sont aléatoires parce que le régime iranien utilise la censure. Elle est rendue possible grâce à la formidable mobilisation d'un certain nombre de personnes qui, en Iran, au péril d'ailleurs de leur propre vie, organisent cette audition en mettant en place un système de contournement, des VPN, pour justement pallier la censure du gouvernement. Et le simple fait, par exemple, pour moi qui suis une binationale, de me retrouver aujourd'hui devant vous, fait qu'effectivement, je ne pourrai à la fois jamais retourner en République islamique, mais aussi que mes proches sont également en danger. C'est dans ces conditions qu'on recueille aujourd'hui la parole de Narges Mohammadi. Il n'y a rien qui ne se paye pas en République islamique, et pour même tenir aujourd'hui cette réunion, eh bien, ce sont les sacrifices des uns et des autres. Alors, on est obligé de pallier le direct. C'est toujours comme ça quand on milite en Iran. Les militants défenseurs des droits humains, des femmes, ils ont l'habitude de devoir s'auto-organiser, et donc on avait prévu effectivement que je sois là en plan B si jamais eh bien, la connexion de façon tout à fait fortuite était amenée sur un point sensible à se couper. Et c'est ce qui se passe. Alors je vais essayer de vous répondre bien modestement parce que je ne suis pas le prix Nobel de la paix, je ne suis qu'une pâle copie, mais en réalité, qu'est-ce que je peux vous dire? Narges Mohammadi, ce qu'elle demande, c'est qu'il y ait une mobilisation finalement de tous les canaux possibles. On sait que la diplomatie parlementaire est un canal puissant. D'ailleurs,
le président de la délégation des affaires étrangères le disait tout à l'heure, il y a un certain nombre de rencontres bilatérales aujourd'hui qui sont faites. Et qu'est-ce que cherchent aujourd'hui les autorités iraniennes? C'est de se normaliser, c'est de montrer que ce serait un régime avec lequel finalement les négociations sont possibles, que ce serait un régime qui ne serait pas le même régime qu'auparavant, qu'on a un président qui serait un président réformateur. Ah, pardonnez-moi, je ne sais pas si la connexion est revenue. Voilà. Et ben voilà, je vais laisser la parole à Narges Mohammadi et c'est fort heureux. Je vois que on a de nouveau une connexion. Narges Jeanne, je vous en prie, c'est à vous. Est-ce qu'elle avait entendu? Oui. Elle avait entendu. Vous aviez entendu la question, hein? Je pense que vous aviez entendu la question, madame. Ah non. Alors, on va essayer non, elle l'a pas entendu. Ah pardon. Excusez-moi. En quelques mots, je disais que nous avions bien entendu votre définition de l'apartheid de genre, que pour autant vous demandiez finalement au gouvernement, à travers notre voix, de mettre la pression sur la République islamiste. Et l'histoire a montré que finalement les sanctions économiques que nous connaissons encore actuellement contre l'Iran ont permis finalement que les choses bougent. Ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les conditions de sanctions économiques pourraient être des conditions suffisantes pour que les choses changent en Iran? Alors, با مکانیزم ها و سیاست هایی که علیه رژیم جمهوری اسلامی اتخاذ میشه به منظور il existe de nombreux mécanismes qui pourraient permettre de mettre un terme à la République islamique et je suis de tout cœur avec chacun de ces mécanismes. Tout moyen de soutenir le peuple iranien via la voie diplomatique ou politique mérite d'être mené jusqu'au bout. Nous devons étudier chacune de ces voies et voir si elles peuvent permettre au peuple iranien, si elles peuvent soutenir le peuple iranien dans sa lutte contre ce régime tyrannique et religieux. À mon sens, dans la lutte contre la République islamique, le peuple iranien a besoin d'institutions civiles fortes. Ces institutions civiles fortes ont déjà commencé à prendre forme, mais sont évidemment sous le joug d'une répression féroce de la République islamique. Ils ont arrêté les militants, les activistes, ils les ont incarcérés et cela permet de réprimer un des droits fondamentaux inaliénables du peuple iranien, celui de se rassembler. Pour mettre un terme au système tyrannique et religieux et mettre un terme à la République islamique, nous avons besoin de redonner le pouvoir au peuple iranien. Le peuple qui est en train de lutter à travers toutes les couches de la société, dans toutes les villes du pays, les enseignants, les ouvriers, les étudiants, les défenseurs des droits humains, les défenseurs de l'environnement, tous, même les retraités, les couches les plus faibles de la société même, les employés même gouvernementaux ont pris les rues pour montrer leur contestation. La réalité, c'est que nous avons besoin d'institutions civiles fortes pour pouvoir les organiser. La société iranienne est une société très différente d'autres pays dans la région. C'est une société civile extrêmement forte. Pour en arriver à la démocratie, à la liberté, à l'égalité, ils ont fait preuve d'énormément de sacrifices. Mais de la même manière, les manifestants et les opposants ne s'arrêtent pas. La République islamique ne s'arrêtera pas non plus. Pendant les 30 dernières années, à travers mon militantisme,
je me souviens, j'ai participé à tel groupe ou tel groupe. Aucune de ces institutions, aucun de ces organes, aucun de ces groupes n'a survécu la République islamique. Le comité de défense pour la défense des droits humains était une organisation non gouvernementale qui défendait les droits humains et qui, à mon sens, était en train d'effectuer un travail avant-gardiste et extrêmement important pour défendre les droits humains en Iran, pour garantir les droits humains en Iran. Mais nous n'avons pas eu le soutien international escompté et nous en avons besoin aujourd'hui. Quand nous les avons obtenus, nous avons pu aller de l'avant. Si le soutien international des droits humains, si nous obtenons ce soutien international, et si nous sommes en train de l'obtenir actuellement, mais si sans ce soutien, nos avancées deviendraient extrêmement compliquées en Iran. Pour garantir les droits humains en Iran, pour garantir les droits des femmes en Iran, nous avons besoin d'institutions civiles fortes à l'intérieur de l'Iran et du soutien international dans ce sens, pour que nous puissions arriver aux droits humains. Par conséquent, ce que j'aimerais dire, c'est que, en parallèle des mécanismes internationaux, tels que les sanctions internationales, la compétence universelle, qui, selon moi, sont très utiles et sont à poursuivre, sont des efforts qui sont à poursuivre, car ils auront un vrai impact sur le peuple. Nous devons également avoir un travail fort de la société civile en Iran. Le peuple iranien doit pouvoir s'exprimer dans des institutions civiles fortes que vous connaissez en Europe, que vous connaissez en France, dont vous connaissez les apports, car vous l'expérimentez au quotidien. Évidemment, aucune société ne pourrait se maintenir sans institutions civiles fortes. C'est pourquoi j'aimerais insister sur le fait que si on peut pousser à la mise en place de ces institutions, alors je pense que nous pourrons être plus forts. Pour mettre en place ce type d'institution, nous avons besoin d'un soutien international. J'ai entendu des informations ces derniers jours, notamment concernant les condamnations des enseignants en Iran qui travaillaient dans certaines organisations. Et je pense que à partir du moment où la République, où la société est en mesure de contester ces événements-là, alors c'est une première étape pour la mise en place d'organisations et de la société civile. J'aimerais d'ailleurs déclarer tout de suite que le comité de défense des droits humains en Iran est une organisation non gouvernementale, légale, mais que la République islamique a tenté de silencier et d'invisibiliser. Tous les membres de cette organisation ont subi des pressions, ont été emprisonnés. D'ailleurs, ma camarade, Madame Shirin Ebadi, également récipiendaire du prix Nobel de la paix, a été obligée à l'exil. Il est arrivé le temps que ce comité, cette organisation, se reconstitue avec un bureau, avec conseil d'administration au sein de Téhéran et continue son travail pour la défense des droits humains. Et c'est dans ces objectifs-là que je demande votre soutien. Merci beaucoup. Je vais passer la parole je vais prendre deux questions peut-être. Je vais passer la parole à notre collègue Laurence Rossignol et ensuite Marie Mercier. Pardon, merci. Bonjour madame. D'abord, je voulais vous dire à quel point nous sommes émus
de cette rencontre ce matin parce que nous savons les risques que vous prenez en parlant avec nous, ce qui n'est pas notre cas. Bien entendu, il faut toujours se rappeler que dans le combat féministe mondial, on ne se bat pas toutes avec les mêmes armes et les mêmes risques. Je voulais insister et répondre à votre interpellation sur la reconnaissance du concept d'apartheid de genre. Et bien en préciser le contenu, ce n'est pas un concept flou, c'est un concept très sérieux qui permet de désigner les systèmes politiques qui ont légalement organisé les discriminations et les atteintes aux droits fondamentaux des femmes. Et la reconnaissance de ce concept, moi je ne parle pas au nom du gouvernement français, ça va la traduction, je ne parle pas trop vite, je ne parle pas au nom du gouvernement français, mais la reconnaissance au droit international de l'apartheid de genre est aujourd'hui déterminant d'abord pour les femmes d'Iran et d'Afghanistan, qui en sont malheureusement les victimes les plus emblématiques, mais ce concept est un concept subversif dans de nombreux pays, puisque je voulais échanger avec vous aussi sur le fait que nous vivons actuellement une attaque assez... je crois qu'on est encore coupé, mais je vais parler pour Chirine. Une attaque une attaque majeure contre les droits des femmes, et cette attaque passe par l'atteinte aux droits sexuels et reproductifs dans les démocraties. Donc notre combat est un combat international et internationaliste. Je voulais poser la question à Nargesk, savoir où est-ce qu'elle identifiait ses points d'appui sur la scène internationale et comment nous, on peut contribuer aussi à renforcer ce mouvement de la société civile, puisque c'est un peu compliqué depuis la France d'apporter l'appui à la société civile iranienne et savoir aussi comment elle appréhendait les nouveaux enjeux géopolitiques de la planète en ce qui concerne l'évolution de l'Iran, puisque si je comprends bien quand même, la chute du gouvernement de la République islamique est une condition à l'émancipation et aux droits des femmes en Iran. Je ne crois pas que ce régime soit réformable, d'après ce que je comprends de ce qu'elle dit. Voilà. Beaucoup, chers collègues. Je vais désormais passer la parole à Marie Mercier pour sa question et ensuite je vous laisserai répondre. Merci. Oui, je voulais faire part aussi de notre respect, de notre admiration et poser une question très pratique d'organisation du quotidien. En médecine, en matière de santé, y a-t-il des femmes médecins? Peuvent-elles prendre en charge des patients masculins? Est-ce que les hommes médecins s'occupent des patientes? Comment ça s'organise? Et ma deuxième remarque, en fait, j'aimerais savoir son sentiment. Le port du voile est vraiment un signe de domination. On a compris ça, que c'était quasi un signe d'aliénation. Qu'est-ce qu'elle dirait aux jeunes filles qui, chez nous, choisissent de porter le voile justement en signe de liberté? C'est-à-dire, je suis libre de porter le voile. Quelle serait sa parole pour ces jeunes filles? Merci beaucoup. Je vous laisse répondre. En attendant que Narges... Évidemment, je ne peux pas me substituer à sa parole, mais peut-être pour répondre à Madame la sénatrice Rossignol, merci déjà de votre soutien. Alors, sur l'apartheid des genres, ce qu'on pourrait attendre comme point d'appui, évidemment, je parlais tout à l'heure de la diplomatie parlementaire. Moi, j'y crois vraiment. Je pense que les parlementaires, sénateurs ou députés peuvent parfois prendre des initiatives. Je sais qu'il y a eu une résolution qui a été votée à l'initiative du Sénat. Je sais qu'il y a un projet de résolution similaire à l'Assemblée nationale, et c'est de faire finalement un travail d'avant-garde, c'est de dire en fait l'apartheid de genre, comme le disait Madame la sénatrice Rossignol, c'est pas un concept flou, c'est un concept qu'on appelle vraiment de nouveau à faire inscrire dans le droit international. Aujourd'hui on le voit, quand on est du côté finalement du respect de l'état de droit international, c'est aussi de dire il faut un certain nombre de nouvelles criminalisations. Quand en fait on assujettit des femmes dans certains endroits du monde, et Madame Rossignol, vous le disiez, on croit que c'est pas que le cas des Afghanes
Afghanes et des Iraniennes. Il y a des menaces qui pèsent aujourd'hui à bien d'autres endroits du monde. Alors il ne s'agit pas de faire une comparaison qui serait évidemment ridicule entre les Iraniennes, les Afghanes et d'autres femmes qui peuvent par moment subir, mais là encore, il faut être vigilant, des attaques sur leurs droits reproductifs, sur leurs droits sexuels. Et parfois, on voit que ça commence comme ça. Et puis, c'est ce que disait Narges Mohammadi. On s'attaque d'abord aux droits des femmes pour ensuite s'attaquer aux libertés publiques et plus largement à la démocratie. Donc, c'est cet état de vigilance que rappelle Narges Mohammadi. Et ce qu'elle demande à la diplomatie parlementaire, c'est de mobiliser les parlements nationaux sur ces questions-là, parce que parfois, les parlementaires sont plus libres de leur parole, et aussi parce que il y a un effet domino, et c'est de rappeler au gouvernement qu'ils ont une place dans le banc des nations. C'est-à-dire que quand nos ambassadeurs de France à la représentation permanente, d'ailleurs, nous avons une entrevue avec Madame Isabelle Rome, qui nous a d'ailleurs beaucoup soutenus dans ce combat-là, d'aller sur la place des Nations Unies, rappeler que oui, on ne peut pas assujettir les femmes, on ne peut pas les lapider en place publique, et que ça, effectivement, il faut que ça rentre parmi les crimes contre l'humanité, et il faut qu'un jour les persécuteurs rendent compte, mais devant qui? Devant des juridictions internationales, parce qu'il n'y a pas d'état du droit s'il n'y a pas la fin de l'impunité pour ces états bourreaux à l'encontre des femmes. Et donc c'est ce que demande Narges Mohammadi, c'est faisons en sorte d'inscrire dans le droit positif international une notion qui n'existe pas aujourd'hui. On a d'autres outils juridiques dans la Convention de Rome et le statut de Rome. On a effectivement reconnu les persécutions à raison du genre, mais aujourd'hui il n'y a pas de notion d'apartheid de genre. Qu'est-ce que ça veut dire l'apartheid de genre? C'est dire qu'il y a finalement, de la même façon qu'il y avait au 19e, au 20e siècle, des résidus d'apartheid fondés sur la race, aujourd'hui des États qui utilisent la loi comme étant des lois de ségrégation à raison du genre, c'est-à-dire de considérer qu'il y a finalement un groupe qui domine par la loi sur l'autre en assujettissant les femmes dans tous les domaines de leur vie civile, économique, sociale, et que juridiquement elles sont infériorisées. Voilà, donc c'est une exigence de justice, et donc ça suppose un travail de plaidoyer, et je crois que cette diplomatie parlementaire peut être un premier point d'appui, effectivement, dans le cadre de cette diplomatie forte qu'on appelle diplomatie des droits humains. Là encore, je crois que c'est pas un vœu pieux, je crois que c'est pas une démarche d'utopiste d'appeler à cela. Alors le deuxième élément, pour aller très vite, comment est-ce qu'on peut d'ici, parce que vous le disiez, on est un peu loin, pour appuyer les mouvements de la société civile? Parce que ce que disait Narges Mohammadi, c'est, mais vous savez, nous, notre combat ici, c'est un peu comme à l'époque, Nelson Mandela, quand il arrivait, il se battait depuis sa prison, son cachot politique, et quand il arrivait, il avait mis en place un certain nombre de mouvements qui étaient des mouvements de droits civiques, de résistance évidemment pacifique, parce que c'est aussi ce que dit Narges Mohammadi, la force des femmes organisées, c'est aussi donc une démarche légaliste, une démarche de droits humains, mais aussi pacifiste. C'est pour une transition, pas par la violence, pas par les armes. Le peuple iranien, il ne demande pas à être bombardé, il ne demande pas à être libéré par la violence et par la force, c'est par la transition démocratique, pacifiste, légaliste. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a des mouvements aujourd'hui de la société civile, il y a des mouvements de droits des femmes, il y a des mouvements sociaux, il y a des mouvements, elle le disait, d'enseignants, mais le problème, c'est que quand vous avez une répression, pas de liberté d'association, et effectivement, on l'a vu pendant 2 ans, le mouvement Femmes et Liberté, des gens qui sont massivement arrêtés par milliers, détenus dans des cachots politiques, et parce qu'elle demande, c'est qu'on visibilise ces combats-là, et que précisément cette tenue de cette réunion visibilise aujourd'hui le mouvement de la société civile. Et c'est donc de considérer aujourd'hui que le peuple iranien considère que le gouvernement de la République islamique n'est plus son représentant et qu'il se maintient par la force physique et la violence, et qu'il faut donner des tribunes d'expression, y compris dans nos parlements, y compris par le biais de cette diplomatie un peu informelle, à ces visages qui incarnent ces mouvements de la société civile. Et c'est par là, par la base, qu'on va pouvoir faire émerger une solution sans doute assise sur les mouvements de droits humains. Voilà, donc c'est un moyen, comme celui-là. Alors, sur la question concrète, bon,
Évidemment, moi, je ne pourrais pas vous répondre avec la précision de Narges Mohammadi, puisque je suis ici, j'ai grandi ici, fort heureusement pour moi, parce que j'ai une mère qui a eu le courage de mettre à l'abri ses filles qu'elle ne voulait pas voir grandir ni naître en Iran. Alors, j'ai eu cette chance-là, mais effectivement, il y a un vrai péril aujourd'hui sur la santé des femmes. Alors, il n'est pas de même nature que celui en Afghanistan, puisque les femmes en Afghanistan ne peuvent plus être soignées, donc en définitive, elles sont condamnées à la mort. En Iran, c'est quand même pas pareil. On a des femmes qui sont médecins, on a des femmes qui sont soignantes. De plus en plus, les femmes qui sont soignantes et médecins, d'ailleurs, sont entravées dans leur outil professionnel. Hein. On leur permet de moins en moins, et puis alors, il y a un certain nombre à chaque fois de bureaucratie qui leur rend la vie impossible. Ah ben, je laisse la parole à Madame Mohammadi, peut-être pour répondre précisément à cette question, et puis ensuite, peut-être à Madame Rossignol. Alors, je sais qu'à la cabine de traduction, peut-être qu'on peut lui faire un petit update sur les deux questions. Je fais un petit update, un instant. Merci beaucoup. Oui, c'est bon, c'est en train d'être fait. بله بله الان صداتون رو دارم. من خواستم بگم واقعا متاسفم. Madame Mohammadi voulait juste initialement s'excuser de la qualité d'Internet en Iran et vous prie effectivement de l'excuser en raison de ces petits problèmes techniques. Alors j'imagine que vous n'aviez pas eu les questions qui avaient été posées par nos collègues Laurence Rossignol et Marie Mercier. Il y avait une question, la dernière notamment sur le voile et ces jeunes filles qui, par exemple en France, portent le voile en signe de liberté. Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui, vous, depuis l'Iran, où le voile est un signe d'oppression des femmes, un signe d'invisibilisation des femmes? Merci. Alors. Il y a de nombreuses discussions en Iran, même parmi les intellectuels, concernant le port du voile. Mais la liberté de se vêtir, le choix de la manière de se vêtir fait partie d'un droit fondamental de tous les êtres humains. Lorsque nous, en Iran, nous parlons du voile obligatoire, de nombreuses personnes qui elles-mêmes en Iran portent le voile par choix, portent le tchador, soutiennent notre combat. J'ai entendu de nombreux témoignages qui vont dans ce sens de la part de femmes qui indiquaient que des femmes voilées les ont défendues quand elles étaient dans les rues, quand elles manifestaient, quand elles se faisaient éventuellement arrêter par des gardes. Et donc, c'est pourquoi même les femmes qui croient en le voile ne défendent pas le voile obligatoire. Notre lutte est essentiellement contre l'obligation du voile, car elle nie les droits les plus fondamentaux des êtres humains à se vêtir. Je n'entends plus. Merci pour ce complément de réponse. Je vais prendre les deux dernières questions. Monsieur, pardon ? C'est coupé. Ben, on va quand même poser les questions, on va poursuivre. Monsieur Mathias Tavel, député, et Monsieur Étienne Blanc, sénateur. Merci, Madame la Présidente. Je voulais dire évidemment, alors, on a repris. Ça a coupé. Et donc, ce que je vous proposais, c'est de prendre les deux questions. Et c'est justement la lutte contre les lois d'obligation du voile obligatoire contre lesquelles nous nous battons.
car ces lois sont utilisées pour la domination et la marginalisation d'une partie de la société. C'est pour ça que je suis contre le voile obligatoire et pour le choix de se vêtir de tous les êtres humains. Et je précise encore une fois que les hommes et les femmes qui constituent le peuple iranien se battent contre le voile obligatoire. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais passer la parole aux deux intervenants suivants qui sont Monsieur Mathias Tavel, qui est député, et Monsieur Étienne Blanc, sénateur. Merci Madame la Présidente. Je voulais d'abord évidemment dire l'émotion devant votre témoignage et puis saluer votre courage, celui de tous les Iraniens et toutes les Iraniennes qui luttent pour la liberté, pour la démocratie, contre cette tyrannie religieuse que vous avez dénoncée et pour la liberté notamment des femmes, qui n'est pas seulement la liberté des femmes, mais qui est la liberté de toute l'humanité. Et je crois que c'est important, vous l'avez dit vous-même, de le souligner, et que cet apartheid de genre, c'est aussi une violence contre l'humanité des hommes, et pas seulement des femmes, même si évidemment les femmes en sont les premières victimes. C'est une négation de ce que nous avons en commun en tant qu'êtres humains. Et l'universalité de cette bataille, je vous rejoins là-dessus également aussi. J'avais quelques questions peut-être plus concrètes. D'abord sur vous-même, votre santé, savoir comment vous allez et les perspectives qui sont devant vous pour les semaines qui viennent. Et comment nous pouvons-nous aider aussi à ce que votre situation s'améliore. Ensuite, à combien de femmes emprisonnées vous pouvez estimer aujourd'hui les victimes de la répression par le régime iranien. Et puis enfin, par rapport au mouvement Femmes, Vie, Liberté qu'on a évoqué et qui nous fait tant espérer, quelles sont les perspectives que vous voyez pour ce mouvement face à la répression et est-ce que vous voyez dans les mois, les semaines qui viennent des motifs d'espérer son redéploiement et à la fin sa victoire pour que les Iraniennes et les Iraniens puissent vivre en paix, en démocratie et dans l'égalité. Le sénateur Étienne Blanc. Oui, merci Madame la Présidente. Je me joins à l'ensemble des interventions qui reconnaissent que ce matin nous vivons un moment assez exceptionnel. Et donc moi j'avais une question à poser. Et lorsque l'on regarde la carte de l'Afrique ou de l'Asie, où un certain nombre de pays connaissent une majorité de population qui est d'obédience musulmane, est-ce qu'aujourd'hui il y a un pays qui peut constituer un modèle et qui a réussi à chasser les principes théocratiques, à appliquer les principes qui sont les nôtres en Occident, qu'on appelle laïcité, ou la force d'une société civile contre une théocratie qui pourrait constituer un modèle dans le combat qui nous est exposé ce matin? Et si la réponse est affirmative, est-ce que dans ces pays, il y a des associations, voire même des responsables politiques qui vous soutiennent, et qui manifestent ouvertement un appui à votre combat? Et comment est-ce que tout cela s'organise dans cette sphère? Est-ce que c'est quelque chose d'efficace selon vous? Est-ce que vous comptez sur ces appuis? Merci, chers collègues. Je vous laisse répondre, Madame. Concernant ma propre situation, j'aimerais d'abord vous dire que j'ai passé une dizaine d'années en prison. J'ai été opérée 4 fois. Dans les années 2010, notamment, des opérations consécutives, la première étant une hystérectomie. Et malgré le fait que l'équipe médicale avait annoncé après ma dernière opération que je ne devais pas retourner en prison, le tribunal n'a pas accepté et j'ai été renvoyée directement en prison après ma dernière opération. De la même manière, lorsque
j'ai été opérée de la vésicule biliaire, j'ai à nouveau été renvoyée directement en prison. Ce que j'essaye de vous dire, c'est mon témoignage illustre la situation des prisonniers en Iran et l'accès aux soins médicaux. À chaque fois que j'ai été opérée, je n'ai pas eu accès à une période de surveillance médicale et j'ai été renvoyée tout de suite en prison. Et même si elle a eu lieu avec énormément de retard. Après avoir été opérée de l'utérus, après mon hystérectomie, j'ai été victime de nombreuses hémorragies, de pertes de sang considérables qui me menaient à faire des malaises. Et la dernière opération que j'ai vécue concernait une masse qui a été extraite de ma jambe. J'ai également été suivie pour des difficultés respiratoires et subi une angiographie. Après cette opération, mes médecins ont rédigé un certain nombre de lettres, un certain nombre de certificats qui ont été transmis à des avocats, qui ont eux-mêmes transmis au tribunal pour indiquer que je ne pouvais pas retourner en prison, que je devais subir une période de surveillance médicale. Et pourtant, 48 heures après, on m'a transférée en prison à nouveau. J'ai vécu des moments extrêmement difficiles pendant 22 jours sans aucune surveillance médicale après une opération de cette ampleur, où j'étais normalement censée recevoir des soins, et des séances de physiothérapie. C'est alors que j'ai obtenu cette permission au bout d'une vingtaine de jours. Nous avions initialement demandé une permission plus longue et pour l'instant ils ne nous répondent plus et je n'ai pas beaucoup plus d'informations sur mon retour en prison actuellement. J'aimerais profiter de cette opportunité pour parler de la situation et de l'accès aux soins médicaux en prison de manière générale, notamment dans le quartier des femmes de la prison d'Evin. J'ai de nombreuses camarades de cellule qui ont plus de 60 ans, plus de 70 ans. Si on pense notamment à Madame Marvash Sorveti qui a subi une opération à cœur ouvert et qui est dans une situation extrêmement inquiétante du point de vue de sa santé. En raison de mauvais accès ou d'accès trop tard aux soins médicaux, elle a subi des grandes difficultés, notamment des problèmes aux reins. Et d'autres de mes camarades de cellule ont notamment des tumeurs au cerveau qui ont été identifiées par leurs médecins et pour lesquelles les médecins ont transmis des certificats, des lettres, par exemple Madame Lorelli. Et pourtant, on entend encore que certains de ces prisonniers, certaines de ces prisonnières finissent par perdre la vie en prison ou dans les cellules d'isolement en raison d'une absence d'accès ou d'un mauvais accès aux soins médicaux. Le régime de la République islamique est un régime qui a le mensonge facile, qui cache la vérité. Notamment car dans les cellules d'isolement, à part 4 murs et une porte, il n'existe personne, il n'y a personne d'autre pour vous voir. Et même s'il y a une caméra, cette caméra est à la main des bourreaux et des autorités de la prison. C'est pourquoi j'aimerais profiter de l'occasion que vous m'accordez aujourd'hui de dire un mot concernant la situation des prisonniers politiques et des prisonniers de conscience aujourd'hui en Iran. La société internationale et les défenseurs des droits humains à travers le monde doivent faire pression sur la République islamique pour la libération de ces prisonniers politiques et de ces prisonniers de conscience dont le nombre augmente de jour en jour et dont la situation, notamment médicale, se détériore de jour en jour. Il y a de plus en plus de prisonniers politiques et de conscience qui souffrent et il s'avère que ces mauvais soins ou cette absence de soins ou ce retard dans le soin peut avoir des conséquences désastreuses pour eux. Concernant les quantités de femmes prisonnières politiques actuellement en Iran, je dois d'abord expliquer que l'on lutte contre un système qui n'est pas un système transparent.
et encore moins au niveau du système judiciaire et des tribunaux, qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour cacher les informations les plus importantes. Si je prends l'exemple de la prison d'Evin, qui est composée de quartiers de droits humains et de quartiers politiques, eh bien, les informations d'un côté ou de l'autre sortent avec beaucoup de difficultés. Moi-même, quand j'ai connu la cellule d'isolement, la première fois où j'ai connu la cellule d'isolement, il s'avère que l'endroit où j'étais maintenue ne faisait même pas partie des plans officiels de la prison d'Evin. J'étais retenue dans un endroit indéterminé qui ne faisait pas partie du campus officiel de la prison. Les services de renseignement, les gardiens de la Révolution et un certain nombre d'autres organes, et dans un certain nombre d'autres organes, possèdent des cellules, des salles d'interrogatoire, même des cellules d'isolement qui ne sont pas connues du reste du public. Ce sont des endroits indéterminés où le nom de la prison n'apparaît pas, où les plaques des voitures ne sont pas les plaques des services de sécurité et où ils retiennent un certain nombre de personnes. Dans la prison d'Evin, au sein des dernières années, j'ai entendu des témoignages d'un certain nombre de femmes qui n'étaient pas retenues dans les prisons d'Evin, de Ralchak ou dans les prisons officielles. Elles disaient qu'elles étaient retenues, par exemple, pendant des voitures extrêmement longtemps ou dans des pièces indéterminées qu'elles ne connaissaient pas, dans des endroits où elles ne savaient pas où elles étaient. Et ces endroits sont utilisés pour évidemment mater la dissidence et permettre aux autorités, aux bourreaux, de mener un certain nombre d'actions de manière tout à fait invisible pour les autres et de mener leur torture, alors physique ou psychologique, de manière cachée. Notamment après le mouvement Femmes Vie Liberté, j'ai eu accès à de nombreux témoignages de femmes qui se présentaient avec des bleus sur tout le corps, des yeux au beurre noir et qui arrivaient en prison dans des situations désastreuses. J'ai notamment rencontré une femme qui avait de tels bleus sur le visage qu'on n'était même pas en mesure de la reconnaître et qui était évidemment pas inquiète pour elle-même, mais inquiète pour son enfant. Je parle d'autres femmes qui étaient militantes des droits des étudiants, qui avaient subi agressions sexuelles et viol au sein de la voiture qui l'a transportée même jusqu'à son lieu d'arrestation. Elle a même d'ailleurs témoigné de cet événement, témoignage qui n'a évidemment mené nulle part. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'aucun de ces systèmes n'est transparent et au contraire coopère entièrement avec le système de la République islamique. Et dans ce contexte, dans cette situation, nous ne sommes pas en mesure de donner des chiffres précis concernant les prisonniers, encore moins concernant les femmes. Cette situation existe dans les prisons de Téhéran, mais également ailleurs. Vous savez vous-même que Cécile Collère, citoyenne française, est encore dans le quartier de haute sécurité du service de renseignement de la République islamique. C'est un quartier tout à fait séparé du quartier général dans lequel j'étais incarcérée. J'avais moi-même été incarcérée dans le quartier où se trouve aujourd'hui Cécile et j'y avais vécu des moments extrêmement difficiles. Dans le livre Torture blanche que j'ai publié, j'ai essayé d'en parler. Les informations que j'ai de Cécile Collère sont extrêmement inquiétantes. Au cours des dernières années où elle a été retenue dans une cellule d'isolement et où nous avons réussi à obtenir un certain nombre d'informations, j'ai toujours posé des questions, interrogé les nouveaux arrivants concernant la situation de Cécile. Et il s'avère qu'un certain nombre de personnes avaient réussi à soit la croiser, soit l'entrevoir.
et tous rapportaient les mêmes informations, une situation extrêmement inquiétante, tant physique que mentale, pas d'accès à l'extérieur, une situation d'isolement incroyable. Moi-même, quand j'étais incarcérée dans cet endroit, je n'avais accès qu'à 20 minutes d'air libre de manière non ponctuelle. Il n'existe pas, nous n'avons pas accès à la lumière extérieure. Les portes sont fermées 24 heures sur vous. Vous êtes maintenu 24 heures sur 24 dans une toute petite cellule d'isolement. Vous n'avez pas accès aux toilettes de manière ponctuelle. Je n'avais, moi, pas le droit d'aller plus de 3 fois par semaine prendre une douche ou me nettoyer, et cela pour pas plus de 10 ou 15 minutes. Ce que j'essaye de dire, c'est que les prisons en Iran sont extrêmement fermées. Aucun système n'est transparent. Les cellules d'isolement sont utilisées. Là où Cécile est incarcérée aujourd'hui, les quartiers de haute sécurité sont encore moins transparents. Et ça, c'est à Téhéran. Il existe d'autres prisons dans le Sistan, dans le Baloutchistan, au Kurdistan, à Ouroumiyeh, dans le Khouzistan iranien, qui subissent des situations encore plus inquiétantes et encore plus graves, avec de nombreux prisonniers qui sont sous le joug d'une exécution, des prisonniers qui restent incarcérés extrêmement longtemps dans des situations dégradantes. La situation des prisons en Iran n'est pas transparente, c'est une situation extrêmement inquiétante, et j'appelle à la société internationale, aux sociétés civiles internationales et au gouvernement à faire du sujet des prisonniers politiques et de conscience un réel sujet au centre des discussions avec la République islamique, et de faire pression sur ce gouvernement pour les libérer. Concernant le mouvement Femmes, Vie, Liberté, je dois préciser que ce mouvement a ébranlé la société iranienne, c'est une évidence. Nous avions été témoins d'autres mouvements sociaux, plus ou moins puissants en fonction des années, mais de plus en plus au cours des dernières années. Nous avons été témoins du mouvement étudiant en Iran, du mouvement des femmes, du mouvement des enseignants, du mouvement des ouvriers, du mouvement des défenseurs de l'environnement, qui, dans des couloirs différents, ont pu avoir des impacts très importants et ont pu faire entendre leurs revendications. Et ce, évidemment, au prix de sacrifices très élevés, et qui ont réussi à obtenir de nombreuses avancées au prix d'une répression et d'une répression extrêmement violente. Dans tous ces mouvements sociaux, au cours des dernières années, dans toutes ces luttes du peuple iranien, au cours des dernières décennies, nous avons encore plus été témoins du mouvement Femmes, Vie, Liberté suite à l'assassinat de Mahsa Jina Amini à cause d'un voile mal porté. Et il s'avère que ce mouvement, comme les autres mouvements sociaux, ont eu des impacts extrêmement importants. Et vous pouvez être témoin de nombreuses formes, de nombreuses capacités du peuple iranien à agir de manière de plus en plus créative pour lutter contre le peuple iranien. Vous voyez par exemple que nous avons regardé ce mouvement d'une perspective particulière, nous avons réagi à ce mouvement, et nous avons notamment, le peuple iranien a notamment pu, à travers ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, mener à une nouvelle forme de contestation et à une nouvelle forme pour faire entendre ces revendications, tant culturelles que dans les autres domaines, et même religieux. Ce que j'essaye de dire, c'est que la perspective du mouvement Femmes, Vie, Liberté a mené à de nombreux changements et d'évolutions radicaux au sein de la société et du peuple iranien.
la vérité, c'est que dans la construction de ce mouvement, en raison de cette répression brutale des opposants et en raison de l'absence d'organisation civile forte, eh bien, nous avons fait avec ce que nous avions. Nous pouvons, avec le soutien international et notamment avec le soutien des militants de la société civile, féministes et autres, mener le mouvement encore plus loin. Dernièrement, j'ai entendu de nombreuses informations extrêmement inquiétantes concernant la mise sous pression des militantes féministes en Iran, notamment par les services de renseignement, les attaques de leur foyer et l'utilisation de tout outil et instrument, même les outils digitaux pour les réprimer. Par conséquent, en réponse à cette répression, et selon moi, le mouvement Femmes, Vie, Liberté aura pu, de manière créative, de manière nouvelle, donner un renouveau à la lutte du peuple iranien. Peut-être que vous ne voyez plus actuellement aujourd'hui des populations, des larges mouvements de manifestations dans les rues iraniennes, mais ça ne veut pas dire que la contestation s'est arrêtée. Les contestations deviennent différentes, s'adaptent, deviennent plus créatives, mais restent tout aussi puissantes. Par exemple, quand vous me posiez la question concernant Orhud Alioi, ou si on parle encore de Orhud Alioi, de Parastou, il s'avère qu'elles ont choisi des nouvelles formes de contestation. Parastou Ahmadi a choisi de mener son combat à travers un concert en ligne qu'elle a organisé, un concert virtuel sans public. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est où est-ce que vous aviez vu une forme de contestation telle, un concert mené de manière virtuelle, sans aucun public, et qui pourrait avoir un impact tel sur le mouvement et sur le reste du monde. La société iranienne développe ses stratégies, ses tactiques de plus en plus créatives pour mener la lutte, notamment à travers les arts, la photographie, le cinéma, la musique, le dessin, des moyens qui ont permis de briser les murs et les frontières. De même, dans les universités, la mobilisation étudiante continue et se maintient contre les peines de mort. Les femmes continuent leur combat, leur lutte, ne serait-ce que de manière silencieuse, en retirant le voile dans les yeux, en faisant appel à des moyens de désobéissance civile. Tout ceci, ce sont des nouvelles formes de contestation. Et même si aujourd'hui le projet de loi sur le voile obligatoire a à nouveau été proposé, l'adoption de nouveaux amendements concernant ce projet de loi a de nouveau été proposé, ils n'ont pas toujours été appliqués, et cela est dû à toutes ces nouvelles formes de contestation qui ont lieu actuellement dans la société iranienne, et cela montre très clairement que tous les moyens de lutte, tous les moyens de contestation des hommes, des femmes, du peuple iranien à travers l'Iran ont des impacts positifs. J'aimerais également rajouter quelques mots concernant la peine de mort de Parshon Azizi. Ne serait-ce que mercredi, il y a eu de nombreuses manifestations et grèves au Kurdistan. Dans de nombreuses universités, nous avons vu des affiches, des posters qui dénonçaient la peine de mort à l'encontre de Parshon Azizi. Beaucoup de militants politiques de la société civile et autres ont mené de nombreuses campagnes pour demander l'annulation de cette peine de mort. Et vous voyez que
d'un coup, dès que la lumière est concentrée sur cet événement, nous pouvons en espérer des impacts positifs. Je suis extrêmement inquiète concernant cette peine de mort. Même si nous demandons aujourd'hui l'annulation de cette peine de mort, nous avons besoin du soutien de tous. Toutes les couches de la société, ont été mobilisées et sont mobilisées. C'est pourquoi je finirai en disant que le mouvement Femmes, Vie, Liberté est un mouvement extrêmement puissant. Les trois concepts de femme, vie et liberté nous permettent de continuer à ce niveau-là. ببخش خانم محمدی فکر کنم دارن peut-être donner une réponse au sénateur Étienne Blanc qui, je pense, n'a pas eu la réponse à sa question par rapport à d'autres pays dans lesquels la situation serait différente et qui pourrait inspirer l'Iran, l'Afghanistan et ces pays où les femmes n'ont pas leur place. Si la réponse peut être un petit peu courte, s'il vous plaît, parce qu'il y a d'autres engagements derrière. Merci. Oui, bien sûr. Voyez-vous, je suis convaincue. Elle reprend juste la question. Oui. Les pays en Afrique ou en Asie avec des populations majoritairement musulmanes, bien, si je reprends l'exemple d'Iran, je suis convaincue que dès lors que la religion ne sera pas séparée de l'État, eh bien, nous ne pourrons pas avoir accès à la démocratie, à la liberté et à l'égalité. Je me bats pour un État laïque. Et si je prends et si je regarde aux 46 dernières années, en Iran, il s'avère que nous avons été témoins que dès lors que la religion a été associée avec l'État, les conséquences ont été désastreuses. La religion doit rester séparée de l'État et les pratiquants de chaque religion doivent pouvoir vivre ensemble et coexister de manière indépendante de l'État. Il n'existe pas ce genre, cette situation n'existe pas en Iran, c'est une évidence. Nous visons une coexistence avec les autres pays de la région, une paix durable, et une manière d'y arriver serait probablement de faire en sorte que chaque être humain, avec chaque opinion, chaque religion, de chaque origine, doit pouvoir coexister les uns avec les autres. Nous ne devons pas soutenir des régimes qui présentent des volontés belliqueuses avec ses voisins ou le reste du monde. Dans la société iranienne, nous avons une société extrêmement diverse, que ce soit à travers sa géographie, qu'à travers les opinions politiques ou même les langues et les populations qui le composent. Je suis convaincue que toutes ces personnes peuvent coexister respectueusement les unes avec les autres. Peut-être que ce n'est qu'un espoir sans fondement, mais
Si je fais référence au Moyen-Orient, où vous êtes témoin de l'action de nombreux systèmes dictatoriaux et où peut-être cela vous inquiète énormément. Mais nous pouvons également être témoins des événements qui ont lieu, par exemple, en Syrie et la fin d'une dictature. Actuellement, nous voyons l'action de nombreux proxys de la République islamique qui sont en train de s'affaiblir, notamment à travers cet événement. Et l'affaiblissement de ces proxys, mais également la fin de la dictature de Bachar el-Assad en Syrie a eu beaucoup d'impact pour le peuple iranien. La réalité, c'est que actuellement, sur le sujet des droits des femmes, des droits humains, nous restons extrêmement inquiets. J'estime que démocratie sans droits des femmes ne peut être une réelle démocratie, et c'est pourquoi la perspective du droit des femmes doit être prioritaire dans toute définition des démocraties. Et si j'en reviens à la religion, il faut qu'elle reste séparée de l'État pour pouvoir garantir le droit des femmes de la manière la plus complète possible. C'est pourquoi, malgré la fin d'une dictature en Syrie, j'ai le droit de rester inquiète concernant la mise en place, la garantie des droits des femmes. De manière plus générale, je défends une démocratie laïque. Et car nous avons vécu les effets néfastes de la religion dans l'État, nous les avons vécus à travers notre chair. Nous entendons la voix de nos sœurs afghanes qui survivent, qui essayent de survivre sous le régime des talibans. Je partage ces inquiétudes car je vis dans un pays, dans une société avec à grande majorité musulmane, mais sous une tyrannie religieuse. Moi, en tant qu'une femme habitant au Moyen-Orient, une femme iranienne qui vit sous un régime religieux et avec une société à grande majorité musulmane, moi, ce que j'aimerais surtout dire, c'est que de nombreux éléments de droits des femmes, de nombreuses négations du droit des femmes ont été encore plus niées dès lors que la République islamique a été instaurée et que les lois discriminatoires telles l'imposition du voile obligatoire ont eu lieu, ont été mises en place. Je précise que ces luttes sont des luttes longues qui sont portées par les hommes et les femmes de notre pays. Évidemment, il y a des petites victoires. Les petites victoires ne méritent pas que la lutte est terminée, mais je continuerai la lutte contre ce système tyrannique, dictatorial et religieux de la République islamique jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'on arrive à une démocratie. Et c'est pourquoi je suis convaincue que si nous arrivons à engager cette transition de manière pacifique, alors vous serez témoin de ces impacts et de ces perspectives pour les autres pays de la région et notamment du Moyen-Orient. Si la République islamique tombe, c'est tout à fait probable que les talibans seront également affaiblis. Et jusqu'à ce jour, je me tiens aux côtés du peuple iranien, jusqu'à ce jour. Les personnes qui sont...
Merci vraiment pour votre témoignage qui force forcément notre admiration et notre respect, puisque vous nous avez dressé les conditions de votre détention et à ces remerciements, j'associe bien entendu la présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et les regrets évidemment de notre présidente à ne pas pouvoir être parmi nous. Votre parole est rare, évidemment, vous êtes détenu en Iran et c'est pour ça qu'on a vraiment pris le temps avec vous ce matin d'écouter ce témoignage, de partager aussi votre courage depuis le Sénat. Donc nous sommes à l'abri, comme le disait notre collègue Rossignol. Et ce témoignage et cette parole, elle nous oblige, nous, sénateurs et députés, par rapport à la suite que nous pourrons donner aux informations qui nous ont été livrées ce matin. Vous dire que votre parole, elle a été claire, forte également, et votre message de lutte contre l'apartheid de genre, de lutte contre le voile obligatoire ont été extrêmement bien reçus ici par les collègues qui m'accompagnaient au cours de cette audition. J'ai vu quelques pistes, identifié quelques pistes comme les collègues, notamment par rapport à ce combat que vous menez contre la République islamique d'Iran. Il était question notamment de société civile, de la reconnaissance de l'apartheid de genre et son inscription dans le droit international. Il était aussi question de diplomatie parlementaire et comme de l'application de la compétence universelle. Alors, pour conclure cette audition, j'ai peut-être oublié des pistes que vous avez évoquées, mais comme cette audition était enregistrée, nous pourrons la regarder et combler peut-être ces oublis. Je voudrais associer à ces remerciements Madame Shirin Ardakani, qui était avec nous ici en présentiel, votre avocate et votre porte-parole, et vous remercier vraiment Madame Narges Mohammadi pour ce témoignage que nous avons eu la chance d'avoir avec vous ce matin. Vous souhaitez forcément une meilleure santé. Vous souhaitez, ainsi qu'à toutes les femmes d'Iran et du monde, plus de liberté. Femme, vie, liberté. Quel beau slogan. Et pourvu qu'il soit porté dans tous les pays du monde. Merci vraiment et belle journée à vous. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment, très bonne journée.